Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. Always, always, always. Salut tout le monde, on se retrouve comme tous les lundis avec Shai et Antoine pour un podcast en profondeur et maintenant qu'on est quasiment à la moitié de cette saison 2024-2025, certaines équipes ont même joué pile 41 matchs de saison régulière, on s'est dit que ça serait l'occasion de faire un premier bilan et notamment faire un petit bilan des surprises ou des déceptions de ce qui s'est confirmé, bref, tout ce qui soit a confirmé ce qu'on pensait, soit ce qui a totalement infirmé ce qu'on imaginait pour cette saison. Shai et Antoine, allez, je commence par une question peut-être un petit peu globale. En deux temps limite, en tant que fan de basket et en tant que professionnel du basket, qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison 2024-2025 ? Est-ce que vous êtes à fond dedans ? Est-ce que vous trouvez que c'est un petit peu la routine ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise ? Alors globalement, avant qu'on rentre dans le détail des équipes ou des joueurs, est-ce que ça correspond à vos attentes ? Quel est votre sentiment en fait sur cette saison ? Je passe tout de suite la balle à Antoine qui regarde un peu plus d'Euroleague qu'avant. Est-ce qu'il faut interpréter ça comme un désamour de ce début de saison NBA ? Réponse immédiatement. Il y a eu un petit moment très léger, mais je me suis vite remis dedans. Il y a eu des moments de routine, il y a eu des moments où ça m'intéressait moins et où tu suis un peu juste par contrainte, mais dans l'ensemble, non, je prends quand même du plaisir à regarder et je suis pas un gros fan du débat Euroleague NBA. Je pense que tu peux vraiment apprécier les deux. Par exemple, c'est vrai que je me suis tourné un peu vers l'Euroleague à un moment, mais c'était plus au final que l'Euroleague m'a attiré et m'attire de plus en plus. Mais ça m'empêche pas de prendre du plaisir à regarder de la NBA. Par exemple, en ce moment, je suis dans une période où je suis assez à fond dedans. Donc, je dirais que là ça va. Je suis dans une période où je kiffe bien. Après, il y aura forcément un moment un peu routinier, je pense, juste avant le All-Star Game ou juste après. Mais très vite, il y aura soit la deadline des transferts, soit les playoffs. Donc, on va vite se remettre dans le bain. Donc, dans l'ensemble, non, je prends du plaisir à suivre cette saison NBA. Je dirais pas qu'elle est extraordinaire ou bouleversante sur plein d'aspects, mais c'est une saison NBA plus que correcte, je dirais. Bon, en tant que fan, forcément, j'ai des équipes que j'aime bien qui se comportent bien, qui arrivent à surmonter des obstacles, donc ça va. Les équipes que je préfère sont plutôt bien classées et s'en sortent. En tant qu'observateur, la technique pour pas trop se lasser, c'est d'arrêter de regarder les équipes qui sont pas regardables ou vraiment de regarder juste les highlights, juste ce qu'il faut quand il s'est passé quelque chose. Parce qu'avant, j'avais tendance à me dire il faut vraiment que je regarde plein de fois cette équipe-là, même si c'est pas bon, c'est pas grave, il faut que je puisse voir un peu ce qui se passe pour pas dire n'importe quoi. Des noms, on veut des noms. Donnez deux noms, monsieur Mamou. Non, je veux pas me mettre des fanbase à dos, c'est pas possible. Non, mais c'est surtout que il y a toujours des équipes dont j'essaye de pas rater les matchs, que ce soit en direct ou pas, même en rediff, parce qu'elles m'intéressent toujours autant et que leur style de jeu me plaît. Je privilégie certaines équipes à d'autres, c'est un peu ça le secret. Donc ça donne peut-être moins d'expertise sur certains sujets, mais ça permet de continuer d'apprécier les matchs, je pense. Ouais, je partage ton avis, Shai. C'est vrai que début de saison, j'étais vraiment à bloc à regarder toutes les équipes et même à me surprendre, à prendre du plaisir finalement à regarder certaines équipes pas très fortes parce que tu vois certains joueurs que tu as moins l'occasion de voir, soit des joueurs de deuxième année, soit des rookies que tu découvres un petit peu. Et puis après, c'est vrai que la saison avançant, tu te focalises. Alors encore une fois, c'est pas pour dire qu'on garde pas un œil attentif à tout ce qui peut se passer, mais tu privilégies un petit peu certaines je dirais même pas certaines équipes, parfois c'est certaines confrontations en fait. Certaines où tu dis ça va être soit un choc, soit au contraire tu veux voir comment une équipe va pouvoir s'adapter à une autre qui a pas du tout le même profil. Donc ouais, je vous rejoins et c'est vrai que j'ai l'impression qu'une saison NBA, de toute façon c'est un peu comme ça, il y a des moments où un peu comme les équipes, où les équipes sont en grande forme, donc tu as envie de tout voir, tout consommer. Il y a des performances dans tous les sens. Et des moments où la lassitude allant, c'est vrai que nous, enfin en tout cas pour moi, c'est souvent aussi en corrélation avec les moments un peu tendus au niveau boulot. C'est-à-dire que pendant les bouclages de Rivers ou des trucs comme ça, où tu n'as plus le temps de regarder autant de choses, tu es obligé de te concentrer sur l'essentiel. Mais moi aussi, je prends du plaisir, je trouve, et on va y venir, qu'il y a pas mal de
surprises, en fait, il y a quand même pas mal de choses. Alors, soit c'est moi qui m'étais complètement gouré dans mon appréciation de certaines équipes ou de certains joueurs avant le début de la saison, mais elles se déroulent pas vraiment comme ce que j'avais imaginé. Il y a plein d'équipes, plein de joueurs qui sont pas du tout là où je les imaginais. On va peut-être se lancer dans la question qui nous occupe aujourd'hui. Vous, est-ce qu'il y a une surprise en particulier, vraiment quelque chose que vous n'aviez pas vu venir ou que vous n'aviez pas imaginé dans ce début de saison? On a tous plusieurs trucs. Je sais pas, tu veux commencer, Antoine? Est-ce que tu as une équipe ou un truc, une situation qui... Non, mais jamais j'aurais imaginé que Cleveland sera à 33-5. Ça, j'avais noté aussi, je pense que... Ouais. C'est le plus gros truc. Je voyais les Cavs comme une équipe talentueuse, tu vois, qui vise le top 4, top 5, mais je pensais pas que Cleveland allait dominer la ligue comme c'est le cas actuellement. Même avec Kenny Atkinson, c'est quand même une équipe qui là va gagner, je sais pas, 65 matchs. Ouais. À mon avis, je pense qu'ils vont aller autour des 65 victoires, peut-être même un peu plus. Non, j'aurais clairement pas imaginé ça pour une équipe des Cavaliers sans LeBron James. C'est la plus grosse surprise pour moi. Je sais pas si j'ai beaucoup de surprises, moi, très sincèrement. Des déceptions, oui, mais des surprises, je sais pas si j'en ai des tonnes, mais celle-là, par contre, ouais, on n'aurait pas anticipé les Cavs aussi haut. Ce qui est surprenant aussi, c'est au-delà du fait qu'ils carburent de manière incroyable, mais c'est aussi l'écart avec Boston, parce que Boston, champion en titre, on les voyait quand même. Ils sont bien, ils sont deuxième à l'Est, hein, c'est pas du tout la cata. Mais on m'aurait dit à mi-saison, les Cavs auront 5 ou 6 victoires de plus que les Celtics, tout en jouant un basket franchement plaisant, efficace et tout. Ça, c'est quand même la plus grosse surprise. Moi, je crois que je les avais mis 5e à l'Est. Donc quand même plutôt pas trop mal, mais ouais, la domination qu'ils affichent, la confiance, et tout ça sans qu'il y ait besoin que Donovan Mitchell soit exceptionnel, mette 40 points par match. Donc ouais, c'est la surprise majeure, je pense, parmi les équipes qui performent. Après, moi, il y en a d'autres, hein, on pourrait y revenir, mais je sais pas ce que si Théo, tu t'y attendais à Cleveland, mais... Ouais, moi aussi, ils sont en haut de ma liste. Alors, comme vous, en fait, moi, je m'attendais à ce qu'ils soient bons, parce que déjà, ils étaient bons, en fait, les saisons précédentes. C'est vrai que moi, j'étais vite enthousiaste du trade pour Donovan Mitchell. Je trouvais que ça avait beaucoup de sens pour Cleveland. Mais voilà, je les imaginais peut-être dans le top 3. Et quand je veux dire dans le top 3, je veux dire 3e. Je les imaginais pas être premier de la conférence Est. Je regardais un petit peu. La meilleure saison de l'histoire des Cavs, c'est la saison 2008-2009, 66 victoires, 16 défaites. Et là, effectivement, ce que tu disais, Antoine, ils sont partis peut-être pour réaliser simplement la meilleure saison de l'histoire de la franchise. Et au-delà de ce que tu disais, Shai, même sans avoir besoin d'un Donovan Mitchell étincelant, c'est même encore plus fort que ça, parce que c'est en économisant au maximum Donovan Mitchell. Il y avait un article très intéressant sur The Athletic qui était sorti en début de saison qui expliquait un petit peu comment Kenny Atkinson, la première chose qu'il a faite, bien entendu, après avoir été nommé entraîneur de cette équipe des Cavs, ça avait été de s'entretenir seul à seul avec Donovan Mitchell pour lui exposer un petit peu son projet, la manière de jouer qu'il avait en tête, et sujet plus compliqué à vendre pour des joueurs, lui dire, écoute, je pense que nous, notre intérêt, c'est que tu joues moins et que tu acceptes de faire des stats moins mirobolantes peut-être en saison régulière pour qu'on puisse gagner en play-off. Et c'est exactement, en tout cas, gagner en play-off, on le verra ça un peu plus tard dans la saison, mais pour l'instant, c'est vraiment le scénario et le plan qu'avait exposé Kenny Atkinson qui est en train de prendre vie. Ce qui est... on peut rester un petit peu sur Cleveland rapidement, parce que c'est vrai que c'est finalement la meilleure équipe, l'équipe la plus surprenante et l'une de celles qui fait le moins parler d'elle au bout du compte, en dépit de ses performances. Ce qui est, je continue là sur l'aspect un petit peu, comment dire, scénario rêvé. On savait que, et il l'avait expliqué tout de suite, que un plus grand succès des Cavs passerait par une plus grande utilisation d'Evan Mobley. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que non seulement c'est le cas d'un point de vue stratégique, il a plus le ballon dans les mains, mais c'est qu'aussi lui, en fait, ça arrive à un moment où il passe un cap, clairement, dans le jeu, dans l'impact physique, dans l'impact réel, sa manière de peser sur les matchs. Et la façon, en fait, ce que j'avais pas vu venir, en fait, parce que ça fait 2 ans qu'on en parle, peut-être notamment, enfin Antoine, c'est souvent toi qui aborde le sujet, le problème de comment jouer avec 2 grands dans la NBA actuelle. Est-ce que ça peut vraiment marcher? Est-ce que ça peut marcher vraiment en play-off? Et ce qui est vraiment intéressant dans la manière dont Kenny Atkinson a réglé le problème, c'est en confiant plus de playmaking à Evan Mobley, en fait.
et en lui donnant la balle, mais sans forcément se dire bon bah il faut que nos deux grands ils soient dans des rôles de finisseurs. En fait, le fait de se servir d'Evan Mobley comme d'un playmaker, ça permet à cette équipe de récupérer le spacing qui lui manquait l'an dernier et de rendre son jeu bien moins prévisible que l'an dernier où il y avait énormément de pick and roll. Là, si on regarde, enfin, c'est hyper plaisant à voir le jeu des Cavs. Il y a beaucoup de mouvements des joueurs sans ballon, beaucoup de coupes, beaucoup de mouvements de ballon. Et ça, je m'attendais pas, même si je crois qu'on était tous les trois d'accord pour dire que Kenny Atkinson était vraiment un très bon choix pour les Cavs, que ce qu'il avait fait avec Brooklyn, on avait tous les trois confiance dans le fait qu'il puisse le refaire avec Cleveland, mais je m'attendais pas forcément à ce que ça prenne aussi rapidement. Fallait que Mobley soit plus impliqué offensivement, ça on l'avait dit. On espérait le voir, peut-être une saison du type MIP, juste se rapprocher du niveau All-Star. Ça a super bien marché. Et j'ajoute quand même, parce qu'on le dit souvent si vous nous écoutez, mais la saison où fait Darius Garland, alors que c'était pas du tout gagné et que on l'a parfois identifié comme un possible point faible, ou en tout cas, plus qu'un point faible, quelqu'un qui pourrait être tradé pour faire venir quelqu'un d'autre. Il fait une saison indiscutable et ça participe à cet incroyable début de saison des Cavs, je trouve. J'aime bien le fait qu'on parle un peu là de l'association des deux grands. Je me demande s'il n'y a pas une piste à creuser sur le fait de jouer de moins en moins de pick and roll. Ça aide si tu veux faire jouer deux grands, ou en tout cas de pick and roll classique dans l'axe, là, un peu le truc de base. Est-ce que ça aide justement de mettre plein de mouvements et là tu peux de nouveau aligner deux grands. Je pense qu'il y a des équipes, on va y retourner petit à petit aux deux grands dans le 5. Alors évidemment pas les mêmes grands qu'à une époque, mais le poste 4 est en train de revivre. On a souvent parlé de l'extinction des pivots. Je pense que c'était un peu erroné. La vraie extinction finalement c'était les gros ailiers forts à la Tim Duncan, Chris Webber, Dirk Nowitzki, même si Dirk Nowitzki est encore dans un cas à part, Kevin Garnett, Antonio McDyess, il y avait toutes les équipes avaient un espèce d'ailier fort comme ça. Et là, peut-être que Evan Mobley va être un peu le prototype de l'ailier fort du futur. On va se remettre à avoir des joueurs un peu comme ça, capables de jouer avec un pivot classique, enfin devenu classique, un pivot moderne, un pivot rim runner, protecteur de cercle. On va réussir à de nouveau aligner des 4 plutôt que de se dire ah bah tiens, on va avoir notre Tobias Harris, notre 3 qui est décalé en poste 4. Et ça, je trouve ça intéressant. En passant par le mouvement, j'espère que Cleveland va faire des petits et que la très grosse saison de Cleveland va inspirer des équipes, que Cleveland aille au bout ou non, quoi. Si Cleveland gagne plus de 65 matchs et fait une belle campagne de playoff, même s'il n'y a pas de titre, ça peut inspirer des équipes de se dire tiens, nous aussi on pourrait jouer comme ça et peut-être que nous on le fera encore mieux parce qu'on a des meilleurs joueurs, ou etc. C'est vrai que l'autre force en fait de Cleveland, c'est que là j'ai parlé du playmaking d'Evan Mobley, mais Jarrett Allen est aussi un bon passeur en fait, et c'est ça qui simplifie effectivement beaucoup de choses. C'est que c'est deux joueurs qui sont capables défensivement qui sont capables c'est les prototypes des défenseurs parfaits pour le basket moderne. En fait, ils peuvent changer, tu peux faire tous les types de défense avec ces deux grands comme ça. Tu peux même les associer pour le coup. Effectivement, défensivement, t'as pas une situation. Il y en a un quand même qui pourra pas changer comme l'autre sur des écrans ou ce type de choses. Et offensivement, voilà, tous les deux capables de bouger sans la balle et avec une très bonne lecture de jeu. C'est vrai que là, je suis pas étonné. Kenny Atkinson connaissait bien Jarrett Allen puisqu'il l'avait coaché à Brooklyn, donc il savait de quoi il était capable. Mais c'est assez chouette quand même de voir finalement cette vision qui se réalise du côté de Cleveland. Et encore une fois, je sais pas si parmi nos auditeurs vous avez beaucoup regardé Cleveland cette année, mais c'est vraiment plaisant à voir jouer. Et tu as raison aussi pour Darius Garland, Shai. Il y avait pas mal de rumeurs finalement cet été de savoir s'il avait pas envie de partir, il était vraiment à sa place, s'il s'entendait avec Donovan Mitchell. Je suis toujours un peu mal à l'aise parfois avec ces questions sur est-ce qu'ils s'entendent. C'est un peu comme Boston. Ça fait 5 ans qu'on nous dit que Jaylen Brown et Jason Tatum s'entendent pas tant que ça. Au bout du compte, ça marche très bien. Et sur le terrain, moi, je trouve plutôt qu'il y a souvent des gestes qui laissent penser que ça se passe plutôt bien entre deux. Le dernier gros match de Cleveland face à OKC, après Darius Garland met un énorme tir à la fin et le premier joueur qui lui saute dans les bras, c'est littéralement Donovan Mitchell. Donc j'ai l'impression que voilà, il y a aussi une bonne ambiance dans cette équipe qui presque c'est plus facile quand tu gagnes. Qu'il y ait une bonne ambiance quand tu gagnes autant de matchs, ça c'est sûr. Mais ouais, j'ai l'impression que ça marche plutôt bien, quoi. Ouais.
Très légère surprise sur Cleveland, en tout cas, Ty Jerome, je pense que finalement Ouais, un gros trop, facteur ouais. X, surtout ça s'est un peu calmé depuis, mais sur les premiers matchs, sur les 20 premiers matchs de la saison, les performances de Ty Jerome, c'est la pioche que tu n'as pas vu venir qui s'affirme comme un joueur important de ta rotation. Bah là, en plus, ils ont et Ty Jerome et Max Strus qui sortent du banc. Enfin, Mm. sur le dernier match que j'ai vu d'eux, en tout cas, c'était comme ça. Et les deux ont été efficaces et productifs. Donc, si en plus ils ont un banc qui est productif et un peu profond, ils vont être durs à prendre quand même. Hein. En Non, fait, je pense que c'est. vas-y, Ouais, vas-y. non, vas-y, Théo. Alors, juste une remarque, non, mais c'est ce qu'on se disait par le passé des très bonnes équipes. On l'a dit des Warriors plein de fois, on l'a dit d'OKC, et là on peut le dire de Cleveland. En fait, il n'y a pas de c'est bête à dire comme ça. Il n'y a pas de mauvais joueurs dans cette équipe. Alors bien sûr, c'est pas pour dire qu'il y a des joueurs qui sont mauvais en NBA, mais tu peux mettre n'importe quel mec du banc. En fait, j'ai l'impression qu'il y a que des gars capables de faire le bon choix potentiellement. Même un mec comme Dean Wade, dont on parle quasiment jamais, il est hyper précieux dans cette équipe de Cleveland. Et tu regardes, en fait, cette équipe, elle est vraiment profonde, en fait. Tu peux aller chercher sur le banc, et il y a vraiment plein de ressources dans cette équipe. Moi, j'allais juste dire que la première moitié de saison fait de Cleveland un candidat au final NBA. Parce que honnêtement, avant le début de la saison, je n'aurais pas parié sur Cleveland qui va en finale NBA. Et avant le coup d'envoi de la saison, je t'aurais dit, si toutes les planètes s'alignent, Cleveland va en finale de conférence. Mais genre vraiment toutes les planètes s'alignent. Sinon, pour moi, c'était encore un second tour. Alors que là, je serais presque déçu pour les Cavs s'ils n'allaient pas en finale de conférence. Je me dis, c'est presque l'objectif minimum, tu vois. Genre cette équipe, pour moi, aujourd'hui, c'est la plus proche de Boston en termes de talent à l'Est. Elle me paraît plus forte, évidemment, que Milwaukee et Philadelphie, dont on reparlera peut-être pour les déceptions. Et elle me paraît même plus forte que New York. Tu vois, au final, elle me semble au-dessus des Knicks. Les Knicks qui étaient attendus comme. Alors, les Knicks font une belle saison aussi. Hein. Les Knicks ne déçoivent pas. Ils sont à leur place. Mais j'ai l'impression que les Cavs sont passés de, comme on parlait avant le début, peut-être de 4-5 à 2, voire 1 bis dans cette conférence. Et ça je pense qu'on ne l'avait pas vu venir. C'est clair. Chai, je te passe la parole peut-être, parce que c'est Antoine qui nous avait lancé sur Cleveland. Est-ce que toi, tu as Vous voulez une bonne ou une mauvaise surprise? Comme tu veux. Allez, on va partir tout de suite dans le négatif après une bonne surprise. J'ai noté évidemment la grosse déception que sont les Sixers cette saison. Parce que je pensais quand même que même sans Embiid sur une période, le fait qu'ils aient Paul George au bout d'un moment, parce qu'il a quand même manqué des matchs, et Tyrese Maxey, plus le reste du groupe que je trouvais plutôt pas mal équilibré, bien coaché, je pensais que l'équipe elle se maintiendrait mieux à flot. Évidemment qu'elle démarrerait mieux que ça, parce que c'était un cataclysme. Mais bon, il a déjà fallu attendre que l'équipe lance sa saison. Et aujourd'hui, même en ayant récupéré presque tout le monde, parce qu'Embiid a manqué les derniers matchs, ils sont à 6 victoires du top 4, et ça devrait être leur place selon moi. Et du coup, il y a la déception collective pour moi qui est Philadelphie, et j'y ajoute une déception individuelle qu'il faut relativiser parce qu'il y a les blessures, tout ce qu'on veut, le reste du groupe qui ne fonctionne pas. Mais pour moi, Paul George, c'est une grosse déception. Parce que pour moi, c'est quand même un joueur, même s'il est plus au début de sa carrière, qui a le standing, le style de jeu et tout pour compenser l'absence d'un Joel Embiid, pour être une parfaite deuxième option, pour être un leader respecté, tout ce que vous voulez. Et au final, ses stats, elles sont en chute libre. Son impact dans les matchs, il est présent parce que ça reste Paul George, mais je m'attendais à mieux en fait. En le voyant arriver à Philadelphie, je me suis dit, ouf, c'est quand même bien parce que si Embiid n'est pas là, si Maxey rencontre un mur à un moment, ils ont quand même Paul George, quoi. Paul George qui est un super joueur two-way. Et je le trouve pas épanoui comme je pensais le voir épanoui. Ça s'explique évidemment par les résultats des Sixers, mais ouais, je suis un peu déçu par ce que je vois de Paul George et plus globalement la part des Sixers qui sont pas totalement décrochés, hein, mais avec les problèmes d'Embiid, les problèmes de blessures qui lui font rater beaucoup de matchs et le fait que d'autres équipes performent plutôt bien à l'Est au-delà un peu de toute attente. Ils sont, je disais, là, ils sont 11e, mais ils ont quand même 2 victoires de retard sur Chicago, qui est 10e et dont on n'attendait pas non plus 11 émerveillés. Moi, j'ai, comme toi, évidemment, Philly, grosse déception, mais je vais la prendre vraiment sur le prisme individuel, moi. Alors, après, c'est une déception collective aussi, hein, mais moi, vraiment, ce qui me déçoit, et c'est pas que Paul George, c'est Paul George Embiid. Pour moi, ces deux joueurs-là, c'est la plus grosse déception
toute déception confondue, de ce début de saison. Et je mets Embiid dans l'eau. Je ne voudrais vraiment pas mettre que Paul George. Je vais faire un petit big up à Yvan qui m'a envoyé une vidéo de Paul George qui se fait bumper par Paolo Banchero, qui valse. Et cette action, elle illustre pour moi Paul George sur ce début de saison. C'est-à-dire que Paul George, en fait, il a perdu. Ouais, tu sais, en anglais, ça, je déteste, mais je vais reprendre une expression. Tu sais, quand tu dis lost an age, je ne sais plus comment on traduirait ça en français, mais il est un cran en dessous, il est un peu dépassé physiquement, il est plus dans cette catégorie-là tout de suite des mecs qui pèsent, et tu sens, c'est pour ça que je dis que cette action, elle illustre, c'est que tu vois la différence physique, tu vois, avec un Banchero qui lui est en plein dans la force, tu vois, qui est en train de passer un cap, qui est physiquement frais, etc., alors qu'il revient de blessure aussi, hein. Voilà, on n'est plus dans la même catégorie pour Paul George, qui est très décevant. Et pour moi, Embiid déçoit aussi. Je vais vraiment mettre Embiid dans le lot pour plein de raisons, en fait. À un moment, on a commencé cette saison, souvenez-vous, on a fait un podcast en mode est-ce que c'est pas l'année des Sixers? Moi, j'avoue que je me suis dit, ça y est, les Sixers, en fait, c'est bon. Cette année, la finale, tu vois, le final de conférence dont je parlais pour Cleveland, bah pour moi, c'était pour Philly cette année. Pour moi, cette année, c'était Philly qui allait aller jouer les finales de conférence pour la première fois. Et là, ça me semble impossible. On n'est même pas encore, on est loin des playoffs encore. Je me dis déjà, mais c'est impossible. Et Embiid est pour moi un vrai facteur. Déjà parce que à un moment, tu dois être en mesure d'être sur le terrain. Donc, je ne peux pas toujours trouver des excuses sur les blessures. Je sais qu'il y a une part de malchance, mais je pense que les blessures, ce n'est pas que de la malchance par moment. Et il y a une attitude. Il y a une attitude qui ne me plaît pas. Il y a un manque de leadership. Et je vais même vous dire, même sur le terrain, il y a plein de moments où Embiid... Alors oui, on va me dire, oui, mais il revient de blessure. Ouais, mais à un moment, il revient constamment de blessure. Donc, je vais quand même juger ce que je vois. Et bien, sur le terrain, les Sixers avec Embiid, il y a des moments, ils ne sont pas bons. En fait, ils ne sont pas bons. Il est lent. C'est-à-dire que tout ce que je pensais avant sur les faits que les Sixers ne peuvent pas gagner un titre parce que leur option principale, c'est Joel Embiid, et ben, c'est encore plus accentué aujourd'hui, où je le trouve lent. Je trouve que ça ralentit le jeu au maximum. Je trouve qu'il a... Je sais pas, il a perdu un truc lui aussi. Et d'ailleurs, je tiens à souligner qu'avec Embiid, leur bilan est certes positif, mais très légèrement. Ils sont à 7-6 avec Embiid. Ils sont pas extraordinaires avec Joel Embiid. Son différentiel, c'est 0, pardon. Son différentiel, c'est 0,5 à Joel Embiid. Les meilleurs joueurs, ils sont à plus 6, plus 7, plus 8. Tout à l'heure, on parlait des Cavs. La plupart des Cavs sont à plus 7. Alors oui, c'est un peu injuste parce que ça dépend aussi de qui est à côté de toi. Je suis d'accord avec le commentaire YouTube sur le plus-minus, je suis entièrement d'accord, c'est très trompeur. Mais voilà, 0,5, Paul George d'ailleurs est à moins 0,5. Paul George avec les Sixers a un bilan négatif, ils sont à 12 victoires en 26 matchs avec Paul George. Donc voilà, moi vraiment c'est les deux joueurs qui me déçoivent sur ce début de saison. J'attendais mieux dans le jeu, j'attendais mieux dans l'attitude, j'attendais mieux dans le leadership, j'attendais plus de présence et il n'y a rien de tout ça en fait. Je partage, hein, comme vous, forcément, Sixers, grosse déception. Je reviens sur le podcast dont tu parlais, moi aussi. Hein, je me disais, bon, bah, de toute façon, ça doit être cette année. Puis, il y a un petit peu ce côté aussi purement soit karma, soit statistique, où tu dis, ça a tellement été tout le temps catastrophique qu'à un moment, il y a bien un moment quand même où ils vont avoir un run et faire une poussée. Alors, de là, être champion NBA, c'est autre chose, mais au moins aller en finale de conférence. Paul George, ouais, c'est simple, je regardais ses stats. Je pense que c'est tout simplement... C'est probablement la pire saison de sa carrière, parce qu'il y a sa saison rookie. Bon, t'es rookie, il jouait derrière Danny Granger. Derrière sa deuxième saison, il marque un peu moins de points que cette année, parce qu'il était à 12,1 points de moyenne. Cette année, il est à 16,5, mais avec des meilleurs pourcentages et toujours dans le rôle du jeune joueur qui est un joueur de complément. Là, ses pourcentages sont assez dramatiques. Il est cette saison 41% au tir, 34% à 3 points, 16,5 points de moyenne. 15e saison. Il a 34 ans. La saison dernière, certes, il joue 74 matchs, mais la saison d'avant, 56. Celle d'avant, 31. Je sais pas, en fait, si on veut... Je pensais, moi aussi, qu'il pourrait apporter suffisamment aux Sixers pour que les Sixers soient forts, mais ça passait par un Embiid, un Embiid avec une saison de MVP, en fait. Si t'as pas Embiid avec une saison dans ce mode-là, ou si tu n'as pas de Embiid du tout, je pense qu'effectivement que Paul George n'a plus la capacité d'être l'option numéro 1 ou numéro 1 d'une équipe qui peut performer selon les standards auxquels s'attendent les Sixers. Donc ouais, énorme déception. Moi, j'avoue être un peu déçu aussi. Je pensais... Bon, tu peux pas tout le temps bricoler, avoir du succès, mais j'avais beaucoup aimé ce que Nick Nurse avait fait avec Toronto.
forcément. Ouais, pareil. C'est vrai que maintenant, depuis plusieurs années, enfin depuis le titre de 2019, c'est quand même compliqué les saisons de Nick Nurse. Je me l'explique pas tout à fait. Je pense que c'est quand même un bon coach et notamment en termes de stratégie, quelqu'un qui a souvent su s'adapter et trouver des solutions en fait en fonction des rosters qu'il avait sous la main. Mais là, c'est vrai que ça fonctionne pas non plus. Ouais, moi, je pensais même, c'est peut-être abusé, hein, mais que même les matchs sans Embiid et Paul George, je trouve que Tyrese Maxey fait plutôt quand même une bonne saison. Individuellement, il fait ce qu'il peut, le pauvre. Il score quand même beaucoup, il est pas maladroit. Bon. Mais même les matchs sans les deux superstars, il y en a plein que je pense qu'ils auraient dû gagner. Il y en a un très récemment qui perdent à domicile contre les Pelicans, qui viennent de suspendre Zion, qui viennent de perdre Herb Jones, qui est leur meilleur défenseur, et ils perdent à domicile contre les Pelicans, alors qu'il y a et Paul George et Tyrese Maxey, qui a quand même des joueurs autour. Caleb Martin, c'est quand même un bon joueur de basket. Kelly Oubre, c'était un très bon sixième homme il n'y a pas si longtemps. Gershon Yabusele, c'est un des meilleurs joueurs européens. C'est un match, il prend 4 ou 5 tirs en jouant une demi-heure. Je ne dis pas que c'est que de sa faute, hein. C'est l'organisation de l'équipe, mais normalement, il y a un effectif suffisant pour ne pas être là où ils en sont. Il y a une période où ils ont réussi à cravacher un peu et à sortir de l'avant-dernière place, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Joel Embiid a joué 13 matchs et Paul George 23 ou 25, je sais plus, quelque chose comme ça. 26, 12 victoires, 26 matchs. Il y a ce fameux talent de réussir à être sur le terrain malgré les pépins physiques, et là, ces Sixers-là l'ont pas, donc c'est une grosse déception pour moi. Ouais. On parlait des pourcentages, juste ceux d'Embiid sont aussi mauvais. 45% au tir pour un mec de sa taille. Bref. Ouais, mais comme toi, je vois pas de scénario. Alors on est qu'à la mi-saison, hein, mais je vois pas de scénario dans lequel cette saison des Sixers se termine, par des embrassades et des bouteilles de champagne. Et du coup, c'est compliqué parce que je vois pas de solution à court terme pour que ça aille mieux pour Philadelphie. Bah non, parce que ça pourrait être un trade d'Embiid, mais il a re-signé, il a un contrat gigantesque. Je sais pas qui va réussir consciemment à se chauffer pour un trade comme ça. Non, mais on en a déjà parlé plein de fois, mais c'est vrai qu'il faudra faire gaffe à l'éventuelle équipe qui explose. Quand on a fait notre podcast, quand on disait c'est peut-être l'année ou la bonne, on se disait aussi c'est peut-être la dernière chance. Tu vois. Le coach va sauter avant les joueurs, c'est toujours pareil. Nick Nurse. Ah, mais les coachs, ils ont déjà tous sauté avant Embiid. Il y a les dirigeants qui ont sauté. Attends, on a un président qui a sauté, GM qui a sauté, coach qui a sauté. Coéquipiers qui ont sauté. Coéquipiers qui ont sauté. Plusieurs coéquipiers stars. Supporting cast autour qui a changé. Il y a tout qui a changé. Tu vois, tu peux sauter encore Nick Nurse. À un moment, ça va pas faire des miracles. Donc, voilà, se demander. Faudra surveiller ça. Il y a une. Maxi est jeune, donc ils voudront le garder quoi qu'il arrive. Les Sixers en plus. Maxi, t'es obligé de le garder. Oui, Maxi. Oui, ça serait le projet futur. C'est le rayon de soleil c'est ton seul rayon de soleil, quoi. Voilà, donc moi je suis pas en train de pousser forcément pour un trade Embiid. Je dis pas que ça se fera à tous les coups. On l'a annoncé plein de fois. Au final, c'est toujours pas arrivé, mais c'est quelque chose. On passe à une fin de saison cata, tu vois, de Embiid qui jette l'éponge. Pendant cette saison, il s'est embrouillé avec un reporter. Il a dit que la ville qui méritait pas le traitement de la ville. Il a laissé ouvert des portes à son départ aussi. C'était il y a même pas 2 mois ça. Donc il s'est fait toucher par ses coéquipiers son manque de professionnalisme ou leadership. Exactement. Il a. C'est pour ça que je parlais d'attitude et même d'être là. Alors moi je suis d'accord avec Embiid. À un moment, si le gars est blessé, le gars est blessé. Tu vois, mais je pense que c'est un peu difficile à démontrer, mais quand tu es très enthousiaste, quand tu es content de ce qui se passe, tu as une autre motivation à jouer en fait. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, Joel Embiid il soit dans la meilleure des formes mentales de sa carrière, ou même qu'il soit le joueur le plus motivé aujourd'hui. Et là, je ne suis pas en train de le blâmer là, quand je dis ça. C'est juste qu'il y a tout un contexte un peu morose, un peu presque nauséabond du côté de Philly. Il faut voir comment ça se termine cette histoire-là. Allez, je vais enchaîner avec une équipe qui fera plaisir à Shai. Moi, c'est l'Orlando Magic. Alors, non pas que je m'attendais à ce qu'Orlando soit très bon cette année. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais moi, j'adore Paolo Banchero. Je pense vraiment, je continue de penser que c'est un joueur qui est phénoménal, mais je m'attendais pas à ce qu'Orlando puisse maintenir. À l'heure actuelle, ils sont 4e de la conférence Est, qu'ils arrivent à se maintenir
après la blessure de Paolo Banchero, puis après la blessure en plus de Franz Wagner, je pensais vraiment qu'ils allaient plonger. Et je suis impressionné de voir comment cette équipe a malgré tout réussi à se maintenir à un niveau de performance tout à fait respectable et qui est même impressionnant. Et je suis curieux vraiment de voir maintenant ce que le Magic peut faire si cette équipe arrive à retrouver son effectif au complet pour les playoffs. Est-ce que ça pourra être le cas déjà on verra pour Franz Wagner si ça prend autant de temps que Banchero. Mais oui, moi je l'avais noté dans les surprises aussi, pas pour le début de saison, mais pour après l'enchaînement de galères, les 2 blessures majeures, les blessures qui continuent de survenir. Alors c'est des blessures mineures ou en tout cas qui font pas manquer énormément de matchs aux joueurs, mais c'est normalement trop handicapant pour rester dans le top 4 de la conférence Est, qui même si elle est moins forte que l'Ouest, est relevée et c'est difficile et ils arrivent toujours à trouver des joueurs. Juste avant le podcast, Théo, tu nous parlais de Trevelin Quinn que tu découvrais un peu. C'est ce genre de joueur, il sera starter un soir et il va faire le job parce que l'équipe est bien coachée, parce que tout le monde adhère à ce que demande Jamal Mosley. Et à chaque match, ils ont un coup Bitadze qui est obligé de jeter l'éponge en première mi-temps, après l'autre qui est malade. Enfin, c'est assez terrifiant toutes les blessures qu'il y a. Jalen Suggs, qui a été un responsable de la très bonne saison dernière, lui aussi a des problèmes au dos. Enfin, c'est un enfer, mais ils tiennent bon. Sur cette première partie de saison, ils ont réussi à surmonter ces obstacles-là, et c'est évidemment une surprise aussi pour moi. Et je suis un peu là, je fais un peu exprès, c'est de la psychologie inversée. J'arrête pas de dire ça durera ce que ça durera, ils y arrivent, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça ne tiendra pas. Donc je vais continuer comme ça leur porte plutôt chance, et ils arrivent à tenir dans le top 4. Et avec Banchero, je pense que c'est jouable de rester dans le top 4. Ouais, surpris aussi par comme vous avez dit, la capacité à rester haut malgré le déroulé des événements. J'ai vraiment envie de souligner les perfs de Franz Wagner, en fait. Cette équipe tu vois, Banchero est un énorme joueur et je pense que là, ça va leur faire du bien son retour. Mais aujourd'hui, le bilan du Magic, alors l'échantillon est très court avec Banchero, il est très légèrement positif, en fait, sur cette saison. Ils ont gagné 4 matchs, ils en ont perdu 3, tu vois, avec Banchero. Donc, vraiment, Banchero, il n'a pas beaucoup joué. Cette équipe, elle a décollé, elle est remontée dans le top 3 sous l'impulsion d'un Franz et Moritz Wagner. Pour le coup, Moritz Wagner, il ne reviendra pas. C'est une grosse perte. Grosse perte. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec Banchero. Je vais revenir après sur Banchero Wagner, mais Moritz Wagner, très gros candidat au 6e homme de l'année, etc. Mais ouais, c'est vraiment sous Franz Wagner que cette équipe, elle a décollé. Et la capacité à rester là avec toutes ces absences, je viens me demander, mais c'est vrai qu'en fait, le premier point fort du Magic, c'est vraiment sa défense. C'est impressionnant. Il y a quand même des jeunes qui se révèlent. Suggs, il passe un cap. Anthony Black, je le trouve très intéressant. Tristan da Silva, pareil, ça sort de nulle part. C'est un rookie, mais quelque part, il a fait des très bons matchs, notamment quand il n'y avait ni Wagner ni Banchero. Et ouais, maintenant, pour revenir à Banchero-Wagner, le Magic, et c'est là où je vais vous rejoindre tous les deux, c'est que le Magic a quand même 2 sacrés joueurs, quoi. Entre Banchero, c'est une superstar. Franz Wagner, dans un papier, j'avais, de manière volontairement provocatrice, j'avais écrit il y a moins d'écart entre Banchero et Wagner qu'entre Tatum et Jalen Brown. Mais c'était ni une manière de descendre Banchero, ni une manière de descendre Jalen Brown. Ça ne voulait pas dire Jalen Brown est en fait pas fort, ou ça ne voulait pas dire Jason Tatum est super fort, et ça ne voulait pas dire non plus que Banchero est pas fort. Ça voulait juste dire en fait Wagner est énorme, et le Magic a 2 sacrés joueurs. Et j'aime bien la comparaison avec Boston parce que pareil, c'est une équipe qui n'a pas forcément un vrai meneur de jeu. Tu vois, au final, la balle est dans les mains de Banchero et de Wagner, et c'est les 2 stars qui font la différence avec autour de la grosse défense. Ça manque encore un peu de shoot à 3 points, mais ouais, cette équipe du Magic, elle peut faire mal en playoff si elle est au complet. Et surtout, dans le futur, je me dis, il y a vraiment quelque chose là à développer autour de ces mecs-là. Ça va être une équipe de l'Est qui peut rester très longtemps haut dans la conférence et qui peut même finir par aller très haut. Il y a aussi une petite comparaison à faire avec OKC. Je pense que cette équipe il y a plein de raisons d'être optimiste et enthousiaste si tu es un fan du Magic. Je vous invite à aller regarder l'effectif du Magic sur les sites où il y a le petit logo infirmerie. Sur les 17 joueurs enregistrés depuis le début de la saison, il y a 8 blessés et 9 valides. D'ailleurs, à ce stade, c'est pas que de la malchance. Franchement, à ce stade, c'est pas que de la malchance. Tu as tes 2 stars qui ont la même blessure. Je pense qu'il va y avoir des questions dans l'encadrement autour de la préparation physique et des préparateurs physiques, voire du staff médical. Il risque d'y avoir. On a déjà vu des équipes comme ça, où il y a plein de blessés
et d'un coup tu changes ton staff médical ou ton staff de prépa physique les Lakers et sont d'un coup ça va beaucoup mieux. Mais parce que il y a eu le fait que c'était la même blessure pour Banchero et Wagner, mais là tu regardes sur les derniers jours, bon Tristan da Silva il était malade, Jet Howard c'est la cheville, Caldwell Pope il est blessé au genou, Suggs c'est le dos, Gary Harris c'est les ischios, enfin c'est incroyable quoi, c'est la tête alouette et t'en peux plus quoi. C'est clair, mais je te rejoins sur Wagner. Antoine, tu sais, l'an dernier, quand ils étaient sortis, il y avait pas mal de questions en fait qui entouraient Franz Wagner, mais moi je pouvais pas croire que l'adresse de Franz Wagner l'an dernier était dans le tir extérieur, dans les tirs à 3 points notamment, était représentative de son potentiel. Il y avait pas de raison, je voyais pas de raison manifeste pour lesquelles ça serait pas. On sait, il y a comme ça des saisons des fois où des joueurs ont pas d'adresse et derrière ça se corrige, surtout sur des jeunes joueurs. Et voilà, en fait, c'est la comparaison avec Brand et Tatum, elle est vraiment intéressante effectivement parce que ce sont de toute façon les meilleurs playmakers de leur équipe et ils peuvent tous les deux tuer un match, ils peuvent tous les deux jouer pour eux, ils peuvent tous les deux créer l'un pour l'autre. Cette saison, on a vu des matchs où Wagner a été énorme à 3 points, donc c'est dans la continuité de sa progression et j'espère vraiment de tout cœur qu'il pourra revenir à temps pour les playoffs et pas simplement revenir mais revenir être en forme pour qu'on puisse avoir un vrai nouvel échantillon de ce que peut donner cette équipe et de ce que peuvent donner ces deux joueurs. Mais franchement, ils ont toute l'équipe que personne ne voudra prendre en play-off à l'Est pour une raison ou pour une autre, qu'ils soient 4e s'ils se maintiennent, c'est très bien, mais même s'ils sont 6e ou autre, ça ne sera vraiment pas une bonne nouvelle de prendre Orlando au premier tour. Antoine, je te repasse le bâton pour si tu as une autre déception, surprise ou confirmation qui t'a marqué. Allez, léger, quand même assez surpris positivement par le bilan des deux équipes de Los Angeles et notamment des Lakers parce que les Clippers au final je l'avais un peu vu venir. Je crois qu'avec Shai on était tous les deux plutôt optimistes pour les Clippers. Ouais. Généralement les équipes comme ça avec James Harden, un pivot qui peut lui poser des écrans et des mecs polyvalents autour, ça marche plutôt bien. Mais quand même, les Clippers sont à 20-17 et les Lakers à 20-16 encore aujourd'hui. Donc, eux, ils ne sont pas tout à fait à mi-saison. Donc, peut-être que c'est un peu trompeur. Tu vois, s'ils perdent au final leurs 4 prochains matchs, ils passent de la 6e à la 10e ou 11e place. Mais Los Angeles se débrouille pas trop mal et en tout cas mieux que ce que je pensais. Donc, c'est une surprise plutôt positive là pour le coup pour Los Angeles. C'est pas le truc le plus marquant, mais finalement, avec JJ Redick, tu vois, ça se passe bien. En plus, leur effectif est pas très bon. Hein. Je suis désolé, je vais le tourner comme ça. Je sais que les fans peut-être les fans de LeBron seront outrés qu'on dit ça. Non, à la limite, les fans de LeBron valideront peut-être le fait que l'effectif est pas très bon. Mais je trouve pas que cette équipe soit impressionnante sur le papier et qu'elle arrive à se maintenir comme ça à l'Ouest pour l'instant. Bah ouais, ça, je suis assez surpris. Ouais, je suis assez d'accord. Par contre, contrairement aux autres équipes qu'on a évoquées jusque-là, enfin surtout Cleveland évidemment, mais ce qu'on voit là et qui est positif, hein, je trouve que c'est du bon travail, mais ça ne m'incite pas à penser qu'il y aura plus que ça. C'est-à-dire que les Clippers avec Kawhi, on ne sait jamais, il y a toujours un monde où je me dis pourquoi pas, et Kawhi s'il revient à un bon niveau et tout. Mais c'est vrai que pour les Lakers, j'ai du mal à être optimiste. Je trouve qu'ils jouent quasiment au max de ce qu'ils peuvent faire. Je ne suis pas déçu particulièrement par un joueur ou par l'autre. Il y a même des bonnes surprises dans cet effectif. Je trouve que JJ Redick s'en sort correctement. Mais voilà, disons que c'est plus... non, c'est un peu plus que mes attentes. Je m'attendais à ce que ce soit plus difficile encore pour eux. Et pour les Clippers, tu étais encore même bien plus optimiste que moi, où j'étais un peu dans l'expectative, surtout après avec le fait qu'on ne sache pas quand Kawhi va revenir. Ouais, voilà, je te rejoins quand même sur c'est des semi-surprises assez intéressantes quand même. C'est vrai que alors pour les Lakers, je suis pas tant surpris en fait. Ils sont à peu près là où j'imaginais qu'ils seraient globalement. C'est-à-dire ça a sonné super dur, c'est-à-dire dans le ventre mou de la conférence Ouest, mais c'est un peu ça quoi. Je les vois pas. Ils sont un peu au-dessus là pour l'instant en fait. Un peu au-dessus, mais je les vois quand même pas pouvoir faire aller très très ou du moins pas aussi loin que ce qu'ils espèrent. Je sais que c'est des propos de nouveaux coachs qui viennent d'être nommés, mais en début, quand JJ Redick est arrivé, il parlait de titre quoi. Tu vois ce que je veux dire, donc je les voyais pas dans cette catégorie-là. Par contre, sur les Clippers, mais je les voyais être corrects en saison régulière. Mais ils sont bien meilleurs que ce que j'imaginais. Ça, je le reconnais aisément. Je m'étais trompé. Je pense ils sont quand même meilleurs que ce que j'avais imaginé en saison régulière.
sont pas, les deux équipes sont pas, peuvent d'ailleurs basculer plus haut parce que Ouais. bon, là, malheureusement, par la force des choses, ils ont eu des matchs reportés. Ils peuvent très bien. Ils sont pas du tout décrochés du top 4, par exemple, de Denver. Mais et ils y Orlando. étaient il y a pas longtemps. Là, ils viennent. Les deux équipes sont sur 2 défaites de suite, mais juste avant, ils étaient 4e, 5e. Ouais, donc non, ils sont. T'as raison de les mentionner parce que c'était pas si évident. On n'était pas si optimiste que ça globalement sur les deux équipes de Los Angeles. Après, moi, je te rejoins, Shai, tout à fait, notamment sur les Lakers. Je pense que les Lakers, c'est amené à redescendre un peu. Et peut-être et sans doute aussi les Clippers, ça dépendra de la présence de Kawhi. Mais je pense effectivement. Par exemple, je serais surpris que Los Angeles termine, que une des deux équipes de Los Angeles termine dans le top 6. Je serais là, pour le coup, je serais vraiment surpris. Il y a moyen que ça redescende un peu quand même. Moi, je veux bien. J'aimerais bien du coup qu'on ait une série Clippers-Lakers à un moment. On l'a toujours pas eu. Peut-être au play-in. Ah voilà, bah, c'est très 8e. Ça peut être sympa. Un peu de dramaturgie peut être cool. Shai, tu veux enchaîner? Ouais, allez, cette fois, après avoir été négatif avec les Sixers, une équipe. Alors, j'espérais, ne serait-ce que par pure empathie et compassion, qu'elle vive une saison plus sympathique. Ça dépasse ce que j'espérais et ce que j'attendais pour eux, c'est les Pistons. Voilà, je l'ai déjà dit, j'avais un bon pressentiment avec la nomination de Bickerstaff pour ce qui est d'un projet de développement. Détroit est 8e à une victoire du top 6, où il y a les Bucks qui sont une semi-déception. J'aime bien ce qui se passe là-bas. Je m'attendais à ce que ce soit mieux, mais pas aussi bien. Je les voyais peut-être vraiment au mieux borderline 10e place, 11e place. Et là, je trouve que c'est intéressant. On comprend un peu mieux ce qui se passe. On voit des joueurs s'épanouir. Du coup, j'ajoute dans mes bonnes surprises Cade Cunningham, parce que j'attendais de voir si ça pouvait être le franchise player, ou en tout cas le vrai moteur de la reconstruction de l'équipe. On avait des doutes. Le talent était évident, mais il avait quand même pris cher dans la tronche, comme tout le monde l'année dernière, avec la série de défaites invraisemblables. Pour le moment, moi, c'est un grand oui. Je trouve que c'est vraiment... il fait une super saison de calibre All-Star. Je le trouve vraiment fort. Sur le mid-range, c'est un bon créateur. Ses stats sont à la hausse. Il peut très bien aussi postuler pour le titre de MIP. Il a 24 points, presque 10 passes, 6,7 rebonds, en shootant à 45,8, presque 38% à 3 points. Il fait vraiment une bonne saison. Et moi, voilà, ça me fait plaisir pour les Pistons. C'est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Pour moi, il devait faire une saison... juste arrêter de perdre en cascade et pas être au niveau des Wizards et des équipes dont on savait qu'elles seraient vraiment bas. Et là, ils sont au-delà de ça. Hein. L'écart avec les équipes encore mieux classées. Donc, ouais, 8e, je le disais, à une victoire de Milwaukee. Une longueur de Milwaukee, de 2 d'Indiana. Bon, même Orlando est pas si loin avec les problèmes qu'ils ont, qu'on a évoqués de personnel. On sait jamais. Donc, Détroit, vraie bonne surprise pour moi dans ce début de saison. Ouais, c'est clair. En fait, ils font un peu, enfin, c'est ce qu'on avait dit l'autre fois, Shai, ils font un peu ce qu'on imaginait qu'ils feraient l'an dernier, en fait. Ouais. Où on disait, il y a quand même du talent et tout. Donc, bravo à JB Bickerstaff. Ça fait plaisir quand même pour cette franchise. Ça fait plaisir pour les joueurs aussi de les voir performer. Et tu as raison, sur Cade Cunningham, c'est un joueur qui a clairement, je pense, passé un cap. Ce qui n'est pas si simple à faire dans des équipes qui perdent à longueur de temps. Ouais, moi je valide. Je pense qu'en plus Cunningham au final, et ce qui était un peu injuste, c'est qu'il n'a pas pu jouer beaucoup de matchs depuis son arrivée en NBA. Là, il peut enfin enchaîner et quand il enchaîne, tu vois le joueur que c'est. Bah, c'est le joueur un peu qui avait été annoncé, tu vois, une espèce de menace de triple-double permanente, un meneur de grande taille qui crée pour les autres. Et je m'attendais à ce que les Pistons progressent. C'est vrai que là, pour moi, leur place dans le play-in est quasiment validée. On sait que potentiellement une équipe descendra pour laisser la place aux Sixers, si les Sixers, et encore, il faut que les Sixers aillent la chercher. Et voilà, Détroit n'est pas forcément l'équipe que j'imagine craquer. Les Bulls ont plus de raisons de craquer. Par exemple, plus les Bulls vont peut-être se séparer de certains joueurs, etc. Donc je me dis que ouais, les Pistons vont rejouer potentiellement le play-in. Je pense que ça fera du bien à cette équipe. C'est souvent l'étape logique avant d'atteindre les playoffs. Ça a été le cas pour OKC, ça sera le cas pour Houston. Hein. Je pense que Houston va aller en playoff. Donc ouais, belle saison pour Détroit. Et je suis d'accord avec toi, Shai, sur Cunningham. Mais je pense même qu'à l'heure actuelle, si on devait donner le trophée, c'est sans doute lui qui aurait le MIP. Donc il est sans doute le grand favori pour avoir le MIP avec Jalen Johnson des Hawks. Mais je pense que Cunningham est pour l'instant grand favori, je dirais.
Ouais, il y a Jaden Ivey aussi qui avait quand même passé un cap malheureusement avant de se blesser, qui était vraiment parti pour confirmer. En fait t'as l'impression que finalement les caps ou les progressions que les Pistons attendaient, elles se sont fait attendre, mais que finalement elles arrivent au bon moment, quoi. T'as Jalen Duren qui confirme ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé. T'as Jaden Ivey qui avait passé un cap. T'as Cade Cunningham, tu l'as dit, Antoine, qui arrive à rester sur le terrain et qui est performant. Tout est en train de se mettre en place. On attend de voir aussi si quand Osar Thompson pourra vraiment jouer avec régulièrement, est-ce qu'il pourra passer le même type de cap que son frère Amen a passé du côté des Rockets. Tout ça c'est enthousiasmant du côté de Détroit. Finalement c'est assez logique, je trouve que ces joueurs-là se développent et s'épanouissent avec un coach qui est plus avec ce profil-là, qui a déjà réussi à développer des joueurs plus jeunes, plutôt qu'avec Monty Williams qui a été habitué ces dernières années en tout cas à jouer pour le titre, tout simplement. Et c'est aussi pour ça peut-être que ça n'a pas collé. Il y a une question de timeline qui n'était pas bonne et c'est en ça que le choix n'était pas bon. Et c'est pour ça que Bickerstaff, s'il était plus l'homme de la situation, très certainement à Cleveland, il l'est totalement aujourd'hui à Détroit. Moi, je vais enchaîner sur une autre de tes équipes préférées. Pour le coup, Shai, tu vois, je pensais que c'était celle-là dont tu allais parler parce que pour le coup, je me suis complètement planté. C'est la saison... incroyable, je trouve que sont en train de faire les Memphis Grizzlies. Moi, j'étais vraiment très frileux au sujet de Memphis parce que j'attendais de voir dans quelle disposition reviendrait Ja Morant, parce qu'en début de saison, je l'ai dit à plusieurs reprises, je trouvais pas le roster ouf, je trouvais relativement limité et j'avais vraiment peur que si Ja Morant était pas sur le terrain, qui est potentiellement un crash pour cette équipe de Memphis. Je pensais aussi, et ça je l'avais dit à plusieurs reprises, que peut-être leur fenêtre, alors je parle pas de fenêtre pour être champion, mais fenêtre pour vraiment performer, était peut-être en train de se refermer, parce que des fois c'est fugace ce genre de choses. J'avais dit, finalement ils ont été remplacés par les Timberwolves, et on peut peut-être faire un parallèle entre les deux équipes, avec Ja Morant qui était la sensation de la ligue, le jeune joueur électrisant, etc., qui était remplacé par Anthony Edwards, et les Grizzlies qui ont été remplacés quasiment position par position par les Timberwolves. Ça tombe bien, ils viennent de les battre avec un game winner de Ja Morant, donc tu vois, voilà. C'est le bon moment. Exactement, donc je m'attendais vraiment pas à une saison comme ça des Grizzlies. Pour moi, même si c'était scénario idéal, je les voyais plus peut-être dans le top 5, tu vois, dans les 5, et encore une fois, quand je dis top, je dis à 5e, peut-être 6e, entre la 4e et la 6e place. Pour moi, ça me semblait être le meilleur scénario pour Memphis, et j'y croyais pas des masses, honnêtement, et faut reconnaître que cette équipe de Memphis a fait une saison remarquable. Je vais pas mentir, hein, je m'attendais pas à ce qu'il soit particulièrement à ce qu'il soit deuxième. Je crois que ce que j'avais dit quand j'ai dit que j'espérais, enfin parmi les surprises que j'espérais ou auxquelles je m'attendais peut-être, c'était de voir Memphis peut-être être plus proche du top 4 que ce qu'on pouvait imaginer. Et bon, au final, c'est bien mieux que ça. Ce qu'ils font là est quand même très bien, sans avoir besoin d'un Ja Morant omniprésent. Il a raté pas mal de matchs, ni d'un Ja Morant ultra adroit, ultra décisif. Il l'a été là sur le dernier match, mais moi, c'est tout le reste qui fonctionne bien. En fait, collectivement, on revoit une équipe qui est cohérente, qui défend plutôt bien. Toujours ce coaching qui a été renforcé en plus, on en a parlé pas mal de fois, mais qui fonctionne aussi très bien. Et du coup, je rebondis sur ta bonne surprise en ajoutant une bonne surprise individuelle. Du coup, pour moi qui suis quand même pas mal les Grizzlies ces dernières années, je m'attendais pas du tout à ce que fait Jalen Wells à Memphis. C'est-à-dire qu'il n'était pas du tout sur mon radar à la fac. Je suivais pas Washington State, je suivais encore moins la fac dans laquelle il était avant, Sonoma State. Je ne voyais pas du tout. Pour moi, c'était un deuxième tour de draft qui était voué en two-way contract avec beaucoup de G-League. Et c'est un super rookie. Je vous donne les stats de certaines stars sur lesquelles il a défendu depuis le début de la saison contre des bonnes équipes. Steph Curry, 2 points, 0 sur 7. Damian Lillard, 4 points, 1 sur 12. Kyrie, 10 points, 3 sur 14. Anthony Edwards, 15 points, 4 sur 13. Devin Booker, 16 points, 4 sur 20. Et Jason Tatum, 17 points, 6 sur 21. Et à chaque fois, c'était Jalen Wells, le défenseur principal. Bon, voilà, j'extrapole un peu parce qu'il n'est pas tout seul à défendre sur un mec, hein, c'est la NBA, mais parmi mes surprises totalement inattendues dans cet effectif-là, voilà, Jalen Wells qui fait une super saison. Tu fais bien de le souligner. Et moi, comme Théo, hein, très surpris par Memphis. Je ne voyais pas les Grizzlies aussi haut. Je n'étais même pas sûr qu'ils iraient en playoff. Alors que là, c'est très bien parti. En plus, c'est une équipe très, très, très plaisante à regarder. Et je suis aussi surpris par Ja Morant, par son retour, quelque part discret, son attitude actuelle. Et sur le terrain même,
un peu une certaine évolution avec plus de playmaking, plus de ballons laissés aux autres. Tout ça fait que ouais, je suis très très agréablement surpris par les Grizzlies qui sont devenus une des équipes que j'aime le plus regarder personnellement. Avec, t'as parlé de Jalen Wells, t'as tout à fait raison. Il y a Scottie Pippen aussi. C'est ton gars, ça. Sportivement, bah ouais, tu vois, le mec, c'est quand même un gars qui a été aux Lakers. Regarde là aujourd'hui, il ferait du bien à Los Angeles, tu vois. Ça donnerait tout de suite une autre dégaine à l'effectif des Lakers. Tout le banc, Jack LaRavia, Jay Huff, Aldama évidemment, qui est très bon dans un autre rôle, finalement dans un rôle de backup. Marcus Smart n'a pas joué depuis un mois en plus. Ouais. Il s'en sort très bien sans lui pour l'instant. Il n'y a pas J.J. Jackson non plus qui avait été bon. Très bon. Très faible, dans une équipe très faible, donc c'est un peu pas très faible. Dans une équipe faible, donc c'est toujours un peu particulier, tu vois, de savoir, mais qui effectivement avait été bon. Donc tu vois, tu te dis, il y a encore peut-être des cartouches. C'est une équipe jeune, donc il y en a pas mal dans le lot qui vont continuer de progresser. Il y a Zach Edey aussi qui fait une très bonne saison. Ce sera peut-être rookie de l'année, Zach Edey, tu vois. À voir s'il arrive à rester sur le terrain et quelles sont ses performances, mais ouais, non, c'est vrai que c'est très beau ce qui se passe à Memphis en ce moment. Antoine, c'est à moi. J'allais te laisser enchaîner, ouais. Alors, j'en ai plusieurs, j'en ai des courtes, mais il faut que je réfléchisse que je pas une un peu plus marquante. Si, allez, on a évoqué les Bucks. Pour moi, c'est pas juste une semi-déception. Moi, je suis déçu par les Bucks. Après, je suis pas inquiet, dans le sens où cette équipe, elle s'est quand même relevée et je pense qu'elle va avoir des bons passages. Mais je suis quand même déçu, encore une fois, par les performances de Milwaukee. Alors, peut-être que certains n'attendaient pas grand-chose de Milwaukee ou les trouvent à leur place aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, 6e avec 20 victoires, 17 défaites. Quand tu as un Giannis Antetokounmpo qui est aussi fort que ça me semble étonnant quand même, tu vois. Quand tu as un mec qui est le seul à se rapprocher de Nikola Jokic en termes de niveau de jeu, tu vois, il y a des moments... T'as des moments, tu te dis, il est pas loin de Jokic quand même, Giannis, tu vois. Je sais même pas si on parle assez de sa saison parce qu'il fait une saison individuelle complètement folle. C'est peut-être Giannis, avec Wembanyama, c'est le seul mec qui se rapproche de Will Chamberlain en termes de profil, quoi. Je sais pas si on réalise le gars que c'est, quoi. Il domine complètement et de pas être mieux classé, alors qu'en plus Lillard fait aussi une saison plutôt correcte, qu'il y a certains joueurs du banc qui ont réussi à se révéler, ce qui n'était pas gagné, tu vois. A.J. Green, Gary Trent n'est pas mauvais, Taurean Prince a eu des bons passages, Brook Lopez qui est en contractière fait plutôt une bonne saison, Bobby Portis c'est jamais complètement mauvais. Alors oui, Chris Middleton a un peu de mal à se remettre complètement, mais que cette équipe soit pas mieux classée, bah ouais, ça me déçoit un peu. Que tu vois que le Magic, on a parlé du Magic, le Magic est devant en jouant parfois avec un effectif. Tu te dis, mais comment ça se fait que cette équipe de Milwaukee, elle n'arrive pas enfin à un moment à trouver une routine et à enchaîner des victoires. Alors je pense que ça va arriver. Je pense qu'il y a quand même un moment dans la saison où cette équipe de Milwaukee, juste après l'All-Star Game, je pense qu'elle va enchaîner quelques victoires. Mais ouais, déçu, quand même déçu, moi. Ouais, bon, ils ont quand même redressé un peu la barre. Ils sont pas dans une situation aussi inquiétante que les Sixers parce que c'est exactement ce que tu as dit. On les voit, on voit que sur un match, j'ai l'impression qu'il manque pas grand-chose finalement pour que ça clique bien et qu'ils soient super durs à battre dans une série de playoffs. Ils sont juste pas hyper emballants. Et ça, pour moi, c'est pas non plus une énorme surprise par rapport à ce qu'on avait vu la saison dernière sur la demi-saison avec Doc Rivers, par rapport à l'effectif, par rapport à l'incertitude sur le physique de Chris Middleton, qui revient correctement quand même quand il est là en sortie de banc, c'est pas mal. Mais oui, non, si, c'est une surprise parce que je les mettais quand même au moins 3e ou 4e, donc pour l'instant, ils sont un peu en deçà des attentes. Ouais, je sais pas trop quoi en penser en fait, parce que effectivement, moi, quand même cette équipe, je la voyais derrière Boston sur le papier, je la voyais derrière Philly, sur le papier, je la voyais derrière New York. Donc ouais, je sais pas trop quoi en penser. En fait, j'arrive pas à savoir si je suis déçu ou si ça confirme ce que je pense. Ce qui est sûr, par contre, c'est ce que tu dis, Antoine, c'est que Giannis fait une saison énorme et qu'avec un joueur comme ça, aussi fort, aussi concerné, tu dois faire mieux. Tu dois pouvoir faire mieux.
Ça c'est clair et c'est quand même problématique. Je trouve que Chris Middleton a quand même montré des belles choses depuis qu'il est revenu. La question toujours, ça va être de savoir s'il va pouvoir gagner en constance en restant sur le terrain et de savoir si tu peux espérer que ce qu'on vient de voir, c'est le début de ce qu'il va pouvoir montrer par la suite ou s'il faut se dire, bon maintenant, aujourd'hui, Chris Middleton, c'est ce qu'il est, ce qu'on voit là, ce qu'on a sous les yeux, c'est ça et ça sera pas plus. Si c'est le cas, je pense que ce sera trop court pour. Voilà, faut se rappeler quand Milwaukee fait venir Damian Lillard, c'est pour être champion NBA, c'est pas pour être bon en saison régulière. Donc c'est décevant. Je te rejoins Antoine dans le fait où c'est décevant ce qui se passe à Milwaukee depuis 2 ans, mais je pourrais pas dire pour autant que je suis si surpris que ça. Ouais, je sais pas si j'ai un truc à ajouter sur les Bucks, mais ouais. Allez, toi, Shai, pardon. Ouais, Sacha. Théo. Non, Sacha. Moi, je vais ajouter, alors pareil, une équipe, je suis assez content qu'elle performe bien parce que j'avais pressenti qu'elle serait pas mal, c'est Houston, qui est quand même à la lutte avec Memphis pour être deuxième au mieux. C'est plus, donc du coup, c'est plus conforme à mes attentes, c'est pas une surprise, mais si, c'est une surprise parce que comme Memphis, je les voyais plus proches de la 4e que de la 2e. Et j'inclus aussi une surprise individuelle dedans. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, Théo t'en parlait. Tu parlais de Ozar Thompson à Détroit et moi c'est Amen Thompson ma surprise parce que à leur arrivée en NBA, j'avais des a priori négatifs sur les jumeaux Thompson par leur parcours qui me semblait pas hyper fiable. Et l'an dernier, on avait déjà vu Ozar super intéressant en défense avec les lacunes offensives qu'il a, mais qui sont pas rédhibitoires et assez peu Amen finalement. Qui avait connu des soucis de blessure, qui avait moins d'opportunités. Pourtant, il avait été drafté un peu plus haut que son frère. Là, on peut voir avec la blessure de Jabari Smith que Amen est incroyable aussi. Enfin, il m'a beaucoup surpris athlétiquement, défensivement, au niveau du cerveau aussi. Il y a du cœur, il y a du fighting spirit. Il est encore très jeune et quand je le vois, je suis bluffé par ce que je vois et je m'y attendais pas. Je m'attendais à cette équipe de Houston. Ou en tout cas, je prévoyais cette belle dynamique, cette trajectoire-là. Mais Amen Thompson, qui est la titulaire maintenant, je le voyais pas aussi bon et aussi prometteur. Et voilà, même, je l'ai déjà cité, mais ce que dit LeBron sur le fait qu'il n'avait jamais vu autant de pure qualité athlétique mêlée à une passion pour le jeu, parce que ce qui est bien avec les jumeaux aussi, c'est pas juste des bêtes athlétiques, c'est pas que des phénomènes athlétiques. Il y avait, au moment de leur processus de draft, des interviews où on s'était un peu moqué de Brandon Miller qui avait dit mon GOAT c'est Paul George, qui avait sorti 2-3 réponses à côté, des joueurs qui ont peut-être perdu des places lors de certaines interviews parce qu'ils ont dit des trucs qui laissaient transparaître un manque de culture basket ou je sais pas, enfin peu importe. Les frères Thompson, ils sont hyper documentés et calés sur tout ce qui s'est passé avant eux. Ils sont vraiment fans de basket, ils connaissent très bien le basket et ce qu'il y a eu avant. Et en plus, c'est des phénomènes athlétiques. Et là, Amen, Ozar, voilà, on l'a vu l'année dernière, là, Amen, franchement, chapeau, je suis hyper surpris de ce qu'il arrive à faire à Houston. Défensivement, à mon avis, je ne serais pas étonné qu'il soit dans des All Defensive Team pas mal de fois dans sa carrière et le potentiel est encore que on est juste à la surface, je pense. J'adore ce joueur. Franchement, il a un impact en fait quand il est sur le terrain qui est phénoménal et faut rendre. En fait, je trouve que Ime Udoka fait un job vraiment impressionnant avec Amen dans sa manière dont il l'utilise. Il l'utilise un petit peu à la manière dont les Warriors se servaient de Gary Payton. Je sais plus si jamais si c'est Junior, The Third ou le 4e. Et c'est-à-dire que, en fait, il a pas il n'a pas un vrai poste en fait. Il est partout, il porte des écrans, il roule fort au cercle. Et quand lui et ton gars Tari Eason défendent, mais c'est un enfer de monter la balle. Un enfer de monter la balle. Tu peux limite... si tu fais l'erreur de demander un pick avec le mec sur qui défend l'autre, tu te retrouves dans des situations inextricables. Ouais, j'adore Amen Thompson. Moi, je pensais pas, honnêtement, moi aussi, c'est une de mes surprises, les Rockets, parce que je les avais beaucoup regardés en début de saison. Il y avait, comme on s'y attendait, beaucoup de talent, mais je trouvais que c'était assez bordélique finalement. Des moments où ça joue très bien, des moments où tu as l'impression qu'ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Ça l'est toujours, toujours bordélique, ouais. Mais c'est un bordel organisé, c'est comme chez moi. Voilà, mais maintenant, disons que maintenant il y a plus d'organisation quand même, et je pense que voilà, il y a ça a plus de sens quelque part cette équipe, même si tout est
je pense quand même qu'il y a encore des joueurs qui seront pas amenés à rester dans cette équipe, en fait, parce qu'il y a quand même trop de joueurs finalement de talent, et qu'à un moment, il faudra faire des choix fermes. Mais ouais, Amen Thompson, j'adore. Moi, je suis aussi très surpris par les Rockets. Je les voyais pas aussi haut et j'ai même parfois du mal à comprendre comment ils se retrouvent aussi haut. Alors, ils défendent fort, hein, donc c'est un point. C'est une équipe qui est intéressante à regarder. C'est vraiment, comme a dit Shai, même si c'est le bordel, c'est une équipe excitante et intrigante. Il peut se passer plein de choses. Il y a une dimension physique qui est très intéressante du côté des Rockets. Et ouais, moi, des fois, je me dis, mais j'arrive pas à savoir à quel point cette équipe est forte. Est-ce qu'elle est vraiment aussi forte que ce que son bilan l'indique? Je suis un peu partagé par moment, mais je suis très surpris de les retrouver aussi haut. Et ouais, c'est dans la continuité au final de l'an dernier. Le boulot d'Ime Udoka, la progression d'Alperen Sengun, d'Amen Thompson, qui est encore plus fort que ce que je pensais, je le reconnais. Il y a une déception, c'est Reed Shepard. Je pensais vraiment que ça serait un candidat au rookie de l'année. Je pensais même qu'il allait pas supplanter Van Fleet. Mais vu que je voyais les Rockets plus bas, je m'étais dit, bon, il y a un moment, ils vont moins faire jouer Van Fleet. Van Fleet qui est même pas très adroit, qui est même pas très bon. En plus, c'est ça le pire. Et en tout cas, en attaque. Et malgré ça, Reed Shepard, c'est pas du tout en train de s'imposer. Juste, ouais, sur Van Vliet, parce que j'allais en parler en fait. Ce qui est dur, c'est qu'il fait une de ses pires saisons, je pense, en termes d'adresse. Il a 38% au tir, Fred Van Vliet. Et pourtant, c'est l'un des joueurs qui joue le plus. C'est même celui qui joue le plus de minutes. Il joue 35 minutes par match. Parce qu'en fait, il n'y a personne pour mettre en place le jeu. Il n'y a absolument personne d'autre. Donc, ils sont obligés de se reposer énormément sur lui. Parce que, ouais, il manque. Je pense que, voilà, dans cette équipe, on parlait de bordel. Il manque clairement un deuxième meneur capable d'organiser le jeu. Et Reed Shepard qui a fait un énorme carton en G-League, je sais pas si vous avez vu, il a mis 49 points, c'est ça. Ouais. Donc il restera pas longtemps. Mais simplement en fait, quand tu fais le détail des joueurs, il y a trop de joueurs avec du talent en fait qui peuvent faire des choses sur un terrain. On n'a même pas parlé de Cam Whitmore, voilà, qui a aussi un gros potentiel. Jabari Smith Jr. Qui a montré des choses vraiment intéressantes. Il y a un moment où de toute façon, Jalen Green qui a passé un cap. On en parlait un petit peu en off avec Antoine, je crois, en début de semaine. Cette équipe, elle est amenée à faire un trade dans tous les cas, en fait. Que ça soit un trade pour faire venir un énorme joueur ou que ça soit un trade simplement parce que, de toute façon, ils ne pourront pas garder tous ces jeunes joueurs et que tous ne pourront pas auront pas un impact dans cette équipe de Houston. Il y a un trade qui sera fait à un moment ou à un autre, c'est obligé. C'est ça qui est excitant, la marge de manœuvre qu'ils ont avec... Ils ont déjà le type de coach qui permet de jouer, d'aller loin en playoff. Pour moi, Udoka, on l'a pas vu beaucoup d'années, mais ce qu'on a vu, moi, ça m'a suffi. Et ce qu'on voit avec Houston me suffit. Et en même temps, ils ont la marge de manœuvre pour faire un trade, pour casser un peu le noyau qu'ils ont avec les jeunes qu'ils ont. Quelque part, on peut peut-être comparer ça à ce qu'a eu OKC avec Josh Giddey à un moment. On savait qu'il y en a un qui allait bouger. Bon, ils ont fait venir Caruso avec. On va voir ce que ça donnera. Mais OKC est premier de la conférence Ouest. Je pense que c'est hyper excitant ce qu'il y a à Houston. C'est pas parce qu'ils vont finir deuxième ou troisième qu'il faut s'attendre à ce qu'ils soient en finale de conférence, pas du tout. Mais moi, ça m'a rassuré sur la trajectoire qu'ils ont empruntée. Ils ont quand même eu des années depuis le départ de James Harden avec le pauvre Stephen Silas. On savait pas trop ce que individuellement chacun donnerait. Et là, voilà, je pense que c'est une équipe sur laquelle il faudra compter dans tous les cas à l'avenir, même s'ils font que un tour de playoff cette année, par exemple. Non, clairement. Allez, moi j'en ai une dernière peut-être sur laquelle on peut rester un petit peu en longueur et puis après on pourra peut-être, s'il vous reste des choses que vous aviez notées, faire en plus rapide. Moi je m'attendais pas du tout à ce que ça soit autant le bordel en interne à Miami et j'avais pas imaginé de scénario dans lequel ça se finirait, parce que manifestement ça va se finir, dans lequel l'aventure Jimmy Butler au Heat se terminerait comme ça en fait. Et dans le même temps, je suis assez surpris finalement de voir que ça se passe alors que Miami faisait pas une mauvaise saison, quoi. Ils n'étaient pas largués, ils étaient pas. Alors bien sûr, ils sont pas dans les. Là, ils sont à l'heure actuelle, ils sont 7e actuellement. Mais même quand il y avait des choses qui avaient commencé à fuiter sur que ça soit Pat Riley qui disait qu'il appréciait pas que Jimmy Butler donne son avis sur des équipes qui sont en play-off alors que le Heat était éliminé, ce genre de choses, je voyais plutôt ça comme des effets de manche parce qu'il y avait des négociations qui étaient en cours. Alors, je n'étais pas certain qu'elle aboutisse, mais je me disais, bon, ben voilà, chacun il va un petit peu au bluff pour essayer de voir ce qu'il est possible de faire. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que la situation se délite de cette manière-là. Oui. Ouais, j'allais juste rebondir sur ce que tu avais dit, Théo, parce que c'est un des trucs où pour une fois je me suis pas trop trompé. Si vous vous souvenez, quand on avait fait le podcast où on avait dit tiens, Jimmy Butler et Pat Riley ils s'envoient des scuds,
Et on avait un peu minimé. On m'avait un peu reproché même dans les commentaires. Ah non, mais c'est rien. Ils sont comme ça, c'est de l'amour vache et tout. Je m'étais dit que c'était quand même. Là, c'est pas juste des rumeurs comme quoi Riley serait mécontent d'eux. Il a clairement dit dans un média ferme ta bouche, t'as pas joué, quoi. Et pour moi, tu dis ça à la superstar, c'est qu'il y avait déjà des petites tensions. Et aussi avec l'historique de Pat Riley, la manière dont ça se finit parfois avec les stars, avec LeBron, avec Dwayne Wade. Bon, donc tout ça pour dire que je suis quand même. Ça m'empêche pas d'être surpris par ce qui se passe à Miami pour autant. Voilà. Je te laisse. Non, mais je me souviens plus de ce que j'avais dit dans ce podcast, mais moi non plus, je suis pas particulièrement surpris en fait du fait que ça part en cacahuète. Et même, tu as parlé de l'historique de Pat Riley, mais celui de Jimmy Butler aussi. Oui. Butler, ça se passe mal à chaque fois, ces fins de. Que ça soit n'importe quelle franchise, il part jamais en bon terme. Donc au final, je suis pas surpris non plus que ça parte un peu en vrille. Alors peut-être à ce point, je sais pas, je me souviens pas quelle était mon opinion vraiment à l'époque, mais depuis le début de la saison, en fait. Enfin, voilà, je crois que très vite, le trade de Butler, je crois que je l'avais évoqué. Non, je suis pas surpris non plus. Ce qui me surprend à Miami, et c'est une belle surprise, c'est les performances de Tyler Herro. Et ça va, pour moi, encore plus dans le sens du fait qu'ils vont se débarrasser de Butler. Ou qu'en tout cas, il n'y a plus trop... pas le besoin, parce que bien sûr que tu as le besoin, mais qu'il y a un changement d'air à Miami, en fait. C'est le fait que Tyler Herro, c'est devenu le meilleur joueur de l'équipe. Alors, c'est peut-être pas intrinsèquement le meilleur basketteur, parce qu'évidemment, qu'un Jimmy Butler engagé et déterminé, ce qui n'est pas le cas en ce moment, bien sûr que c'est un meilleur joueur que Tyler Herro. Mais aujourd'hui, le jeu, il passe par Tyler Herro, et Tyler Herro a vraiment franchi un cap. Je trouve qu'il est... Tu vois, il s'est détaché de cette étiquette qui est un peu facilement collée. C'est dès que tu es un mec qui score, mais qui ne fait pas grand-chose d'autre que scorer, on a tendance, même s'il avait déjà montré du playmaking, on a tendance à un peu se dire... Ouais, il va devenir un 6e homme, tu vois, ou il va devenir un Zach LaVine, un joueur qui fait des stats, mais alors qu'en fait, non, Tyler Herro, j'ai l'impression que là, pour moi, c'est un All-Star. Là, pour moi, je l'inviterais au All-Star Game. Ils ont le même bilan que les Bucks. J'inviterais Tyler Herro au All-Star Game plus que Tyrese Maxey. Je trouve que Tyler Herro est vraiment en train de devenir un joueur complet, solide, un scoreur complet, un playmaker. Je peux donner ses stats, il est à quasiment 24 points. 47% au tir, 40% à 3 points, plus de 5 rebonds, 5 passes. Non, il y a un vrai joueur qui se développe. Quelques paniers clutch aussi quand même. Ouais. Il est bien dans les fins de match. C'est bien. Je trouve que ça, c'est la belle surprise pour Miami. Et ouais, la saga Butler, j'avoue, je suis pas vraiment surpris. Pour Tyler Herro, je l'avais noté dans les belles surprises. En fait, je pense aussi que le parcours de Miami en finale, quand ils sont allés en finale face aux Nuggets, a fait oublier le potentiel quand même de Tyler Herro et voir le joueur que c'était. Et moi, quand je le vois jouer, le cap que je le vois avoir franchi, c'est un cap physique en fait. C'est que longtemps, il était quand même frêle. Et en fait, il s'est étoffé physiquement et ça se ressent dans son jeu. Je trouve bien meilleur dans les coupes quand il n'a pas la balle. Il se fait plus poster aussi facilement que par le passé. Même défensivement, il montre d'énormes progrès, je trouve, par rapport à ce qu'il pouvait faire avant. Et il y a une espèce de maturité physique qui se met au niveau de son jeu. Mais ça a toujours été un bon scoreur. Ça a toujours été un plutôt bon playmaker. Et effectivement, cette année, Miami a décidé de lui mettre la balle entre les mains. Ce qui est pas du tout illogique, hein, vu son âge et vu son potentiel et vu son contrat aussi. C'est déjà un joueur qui avait prolongé. Donc non, ça c'est vraiment une des belles... Je vais pas dire révélation, je pense que c'est une confirmation du potentiel qui était là. Après, c'est aussi un joueur qui a été blessé au mauvais moment quelque part. Mais ouais, ça fait honnêtement plaisir à voir le niveau de Tyler Herro cette année. Pour revenir à Butler... Je pense pas effectivement que même aujourd'hui Tyler Herro soit un meilleur joueur forcément que Jimmy Butler, mais je pense que c'est plutôt Miami qui avait déjà accepté le fait que l'avenir se ferait plus avec Butler, donc qui a décidé d'accélérer le mouvement et de dire maintenant le ballon on le met dans les mains de Tyler Herro et puis c'est à Butler d'aller se mettre dans le corner. C'est ce qu'il avait regretté, enfin c'est ce qu'il avait dit dans la dernière conférence de presse avant qu'il soit suspendu là, de dire non, moi je me bats tout le temps, simplement voilà, le jeu on me dit d'être dans le corner, je me mets dans le corner quoi. Ouais. Et dans tout ça, on parle pas trop de Bam Adebayo, mais qui est toujours quand même très très important dans le projet du 8. Alors, il a pas le profil pour être une star une toute première option qui va mettre des cartons offensifs et tout, mais il est quand même ultra important et ça fonctionne bien avec Tyler Herro, mine de rien. Là, à l'heure où on parle, ils sont sur 3 victoires de suite. La suspension de cette match de Butler, ils la vivent plutôt très correctement quand même. Ça a été dur au début, mais maintenant ça va un peu mieux. Ouais, je sais pas si vous aviez d'autres surprises, confirmations, déceptions sur lesquelles on peut passer peut-être plus rapidement pour finir.
En très rapide, par exemple, Vas-y. déception, Keegan Murray au Sacramento Kings. Ouais, ça stagne un peu, ça plafonne. Pour moi, c'était le mec qui. Alors, je m'attendais pas forcément à ce qu'il passe un cap, mais je pensais que c'était la condition pour que les Kings passent un cap. Et aujourd'hui, lui, il n'y a pas quoi. Je suis allé chercher ses stats là, du coup. 12 points, 41% au tir, 42, on va dire, il a 41,9, 31% à 3 points alors qu'il en prend 6 par match. Il prend met quand pas même dedans. 7 rebonds, mais voilà, il n'y a pas d'évolution dans le jeu, il n'y a pas ce que j'attendais chez Keegan Murray. Ouais, je partage. Je pense que pour le coup, tu vois, je l'enterrerai pas non plus. Un petit peu comme ce qu'on disait de Franz Wagner. Là, je pense que c'est effectivement, il marque le pas, mais je serais assez confiant dans le fait qu'il puisse rebondir. Ouais, Mais puis il pour arrive le dans coup, une équipe. ça fait 2 saisons de suite quand même. Ah non, quoique, non, non, l'an dernier, pardon, autant pour moi. L'an dernier, il avait été un peu meilleur, mais il n'y avait pas eu non plus le décollage absolu qu'on espérait. Pour Mais le oui, scoring, je l'enterrerai pas non plus. il y a DeRozan qui arrive aussi pour le scoring, ça peut aussi permettre d'atténuer, mais je pense que ça arrive que ça plafonne, que ça stagne un peu, ou qu'on ait l'impression que ça régresse, et après, un joueur est tout à fait capable de revenir. Mais ouais, moi aussi, je m'attendais à ce qu'il monte un peu plus en puissance, Murray. C'est la 3e saison, c'est celle où tu es censé vraiment exploser, tu vois. Après, voilà, des fois, ça se fait plus tard. Moi aussi, il a que 24 ans. Je me dis pas, il va en avoir 25, je pense. Il n'est pas non plus tout jeune, d'ailleurs. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Exactement, il n'est pas non plus tout jeune. Donc, je m'attends pas à ce que Keegan Murray devienne un jour All-Star. Mais je pensais que voilà. Et je pense d'ailleurs quand les Kings se débarrassent d'Harrison Barnes, bah oui, c'est aussi pour faire de la place de DeRozan, mais c'est dans l'idée que bah ouais, Keegan Murray il va devenir ce joueur. Et peut-être qu'il le deviendra un jour, tu vois. Et Harrison Barnes a été un joueur très précieux dans des très bonnes équipes. Mais ouais, pour l'instant, je reste un peu sur ma faim sur Keegan Murray. Moi, en rapid fire, si vous voulez, j'ai deux équipes déception et un joueur surprise. Pour le joueur surprise, j'ai Trae Young. Ça peut paraître surprenant, mais je m'attendais. En fait, au-delà des stats, parce que les stats, il a déjà fait bien mieux au scoring. Hein, il marque beaucoup moins de points que sur certaines saisons, mais il fait plus de passes. Il a même moins d'adresses. Il perd 3% par rapport à l'année dernière, et à 3 points, il n'est pas sur une très très grosse saison non plus. Mais je m'attendais pas à avoir l'impression qu'il prend du plaisir et qu'il est content dans le projet. Voilà. Ça paraît bizarre. Ils sont pas ultra bien classés, mais ils sont pas mal. Ils sont dans la discussion pour le play-in. Et ouais, je trouve qu'il prend du plaisir. Il a l'air d'être content d'être là. Et rien que ça me surprend un peu parce que je m'attendais à le voir manifester des envies de départ, que les Hawks soient OK avec ça. Au final, il est là et puis il fait une très bonne saison et je pense qu'il sera All-Star. Voilà. Ouais, c'est chouette. Atlanta, au bout du compte, moi j'aime vraiment bien cette équipe et je suis quand même un poil déçu en fait parce que en termes de résultats, ouais. Alors c'est pas ça. Aujourd'hui, là, ils sont 9e. Effectivement, ils sont pas si loin, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a moyen d'aller chercher un peu plus de victoires quand même avec cette équipe. Si Jalen Johnson revient là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, pareil. J'allais dire, l'absence de Jalen Johnson fait mal en fait. Parce que sur le début de saison, il y avait pas mal de matchs où ça jouait plutôt bien, c'était serré, et finalement, ils finissaient par. Ils repartaient pas avec la victoire pour autant, quoi. Ils sont sur 4 défaites en 5 matchs et il n'a pas joué sur ces matchs-là, donc tu vois, je pense qu'il est très très important. Ils ont eu pas mal de blessés aussi. Ils n'ont pas eu Bogdanovic tout le temps, etc. Mais un peu comme Théo, je pense que c'est une équipe qui a moyen d'aller plus haut. C'est une équipe que j'aime bien regarder, moi, perso. Et c'est vrai que Trae Young, ce que tu as souligné sur le plaisir, je m'y attendais pas. Tout à fait d'accord avec toi. J'ai des équipes, vite fait, si vous voulez aussi. 2 équipes, on n'est pas obligé d'en parler beaucoup, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant la cata pour les Pelicans, évidemment. J'étais toujours dans l'espèce d'espoir que les absences de Zion ne seraient pas aussi fréquentes, qu'il n'y ait pas de blessures en pagaille, qu'il n'y ait pas de défaites que je trouve un peu scandaleuses avec des line-up où tu as Dejounte Murray, CJ McCollum, Herb Jones, Ingram quand il était là. Pour moi, c'était pas normal et je ne pensais pas que les Pelicans seraient aussi bas au classement. Je ne m'y attendais pas du tout même. Et oui, deuxième équipe, pardon, les Suns. J'avais pas une ambition démesurée pour eux, mais là, les imaginer autant en difficulté, avec des problèmes de profondeur, le trio qui joue quand même pas mal de matchs ensemble, mais ça suffit pas. Je m'attendais pas à ça. Avec là les rumeurs autour de Nurkic, je pensais pas que ce serait aussi compliqué quand même. Non pas que je les mettais pas dans mes favoris, mais je pensais quand même qu'ils seraient peut-être au moins à la place des Lakers ou même des Rockets et des Hawks. C'était pas un vrai des Grizzlies, pardon, c'était pas invraisemblable pour moi. Ouais, je les voyais faire une bonne saison régulière, vraiment. Je leur prêtais pas beaucoup de chances d'aller très loin en playoff, mais je les imaginais faire une bonne saison régulière par contre.
Pareil, je me rends compte que j'arrête pas de me tromper sur les Suns en fait. L'an dernier, je m'étais dit ils seront pas champions dès le départ. Quand il y a eu Bill, je m'étais dit ils seront pas champions, mais ça sera quand même une équipe correcte. Et oui, ils ont fait une saison plutôt correcte, mais je me souviens qu'au premier tour, moi, je pensais vraiment qu'ils allaient battre Minnesota. Ils se sont fait complètement dominer physiquement, je ne l'avais pas vu venir. Et malgré le fait qu'ils se soient fait complètement dominer physiquement, que l'effectif ne change pas, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, cette saison, je me suis dit non, mais ils vont faire mieux que l'an dernier quand même. Parce que là, tu vois, il y a tout ce truc-là, il y a Budenholzer. Et non, en fait, ils sont toujours complètement dominés physiquement et c'est un vrai problème. C'est une équipe pas athlétique. Et j'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit à 19-19. Je ne sais pas pourquoi je continue de penser que cette équipe va être plus forte que ce qu'elle montre. Je crois qu'il y a un moment, il va falloir qu'on lâche l'affaire avec les Suns et qu'on se dise non, bah, en fait, ce n'est pas un problème de talent, c'est juste que ce n'est pas du basket, ce n'est pas le basket d'aujourd'hui, quoi. Donc, ouais. Donc, bien vu, Shai, sur les Suns. Et juste, toute petite dernière, bah, les Spurs, à l'inverse, qui certes sont que 12e de la conférence Ouest, donc ils ne sont pas très bien placés, mais ils sont en course pour le play-in. Et ça, c'est une légère bonne surprise. Je sais que quelque part, c'est ce qu'on attendait, plus ou moins. Mais je ne pensais pas que ça serait aussi évident, tu vois, qu'ils soient dans la course au play-in. Aujourd'hui, les Spurs, tu te dis, bah ouais, ils peuvent même atteindre les playoffs, tu vois, tu sais jamais sur le play-in, etc. Et ça ne me semblait pas aussi évident que ça, moi. Moi, je suis pas si étonné que ça, pour le coup, pour autant, parce que bah, les moves faits cet été me semblaient vraiment judicieux pour permettre à San Antonio d'aller de l'avant. Après, la question, c'est effectivement, c'était de voir aussi comment serait Victor Wembanyama dans sa deuxième saison régulière. La semaine dernière, on a fait tout un podcast sur le bilan de Victor à la mi-saison, quasiment, si ça vous intéresse, si vous étiez passé à côté. Mais je vois ce que tu veux dire, par contre. C'est une bonne... En fait, le terme surprise est trop fort, tu vois, mais c'est... Ouais, c'est pas une surprise, ouais. c'est plus... Je sais pas. Ouais. Tu vois, par exemple, là, ils vont peut-être finir à 40 victoires la saison. C'est plus 18, je crois, par rapport à l'an dernier. J'aurais pas vu une progression aussi forte. Tu vois. Je voyais plus à 33, 34 victoires, tu vois, un truc comme ça. Et là, je pense qu'on est sur une équipe qui est partie pour gagner 40 matchs. Faire une progression comme le Magic entre la première et la deuxième saison de Banchero. Et je l'avais pas forcément vu venir, personnellement. Ouais. Pas à ce point, pas aussi vite, je sais pas. Et moi, je finis peut-être par un dernier. Alors là, son équipe est plutôt en forme sur ses derniers matchs, mais j'imaginais pas Tyrese Haliburton faire un pas en arrière comme il a fait quand même cette saison, ne serait-ce que d'un point de vue statistique. L'an dernier, il était quand même dans le 3e 5 au NBA. Et là, ses performances individuelles sont quand même décevantes. Et bon, je veux pas tirer de conclusions trop hâtives, mais je suis un peu plus circonspect sur son vrai potentiel et sur le type de joueur qu'il est. Je m'attendais pas à me retrouver dans... J'imaginais pas du tout... j'imaginais pas faire ce type de saison, à voir si c'est passager ou pas, mais ça me pose des questions quand même. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est passager. J'ai l'impression qu'il est sur une période compliquée et qu'il va rebondir, qu'il doit digérer le changement de statut qui a eu l'année dernière, où il y a eu beaucoup de médiatisation, beaucoup de hype. Ça a été un peu aussi la star de la NBA Cup et tout. Bref, il y avait beaucoup de hype autour de lui et il faut quand même réussir à le digérer. Ils sont allés en finale de conférence. Et voilà, là, ça rentre un peu dans le rang, mais je pense que c'est passager. Je pense que ça va rester un des top meneurs de la ligue, en tout cas dans ce profil de meneur organisateur. C'est plutôt au scoring, par contre, je ne sais pas s'il fera des saisons comme il a fait l'an dernier, avec des gros pics. Je ne sais même plus à combien il était. Je dis ça à deux têtes, je me plante peut-être totalement. Je ne sais plus à combien il était par match, mais je ne suis pas sûr que ce soit un meneur scoreur. Il est à 20, ça faisait deux saisons. Il avait fait 2 saisons à 20. Ouais. 2 saisons quand même, bon. Je le vois toujours constamment autour des 10, c'est peut-être un peu en dessous des 20 au scoring selon les saisons, mais non, je pense quand même que ça va rester un joueur référence. Est-ce qu'il peut mener une équipe très très loin, plus loin en tout cas que ce qu'ils ont fait l'an dernier, je sais pas, mais je pense que c'est passager, moi perso. Moi, je suis à mi-chemin entre vous deux. Je suis vraiment pile à mi-chemin entre vous deux, dans le sens où je me dis que ça va rester un très bon joueur, comme a dit Shai, mais je suis quand même un peu déçu et du coup, je suis un peu perplexe sur... En fait, tu vois, s'il y a vraiment une équipe qui, pour moi, aujourd'hui, doit aller chercher une star au-delà d'Houston, je pense qu'Indiana va falloir y songer réellement, parce que je suis pas sûr que Tyrese Haliburton, dans son jeu, il est vraiment... on a eu tout un débat ce matin sur Cooper Flag, c'est pas la même chose là, mais tu vois, c'est pas un mec qui fait beaucoup de différences balle en main au final. Et dans les moments chauds, je serais content d'avoir Haliburton, mais j'aimerais bien avoir un joueur meilleur que lui autour. En fait, voilà, c'est difficile à verbaliser tout ça, mais
C'est le numéro 2 parfait, quoi. Ouais, je pense qu'on est sur un. On est clairement. En fait, je pense clairement pas que ce soit un numéro 1. Genre, c'est pas le nouveau Chris Paul, en fait. Voilà, je vais le tourner comme ça. Tu vois, il y a un moment. Tu sais, il a eu un peu le truc de point guard et Chris Paul, il pouvait quand même prendre vraiment un match à son compte. Je suis pas sûr que Tyrese Haliburton, il est complètement ça en lui. C'est un joueur très intéressant, tu vois. Je rejoins Shai, ça reste quand même un bon joueur qui a une mauvaise passe en termes d'adresse, mais voilà, je suis pas certain que ce soit un numéro 1 pur en NBA. Est-ce que moi, au bout du compte, c'est pas tant le recul en attaque, enfin sur ses stats au scoring, c'est à la passe en fait que ça me pose question en fait. C'est là que ça me pose question. Mais il a beaucoup baissé par rapport à l'an dernier, du coup, c'est ça? Il est passé de 11 à 9, ouais. Ouais. Bon, après, à un moment, les Pacers ont eu un début de saison un peu cata. Il n'y a pas que lui qui était en sous-régime, je pense. bien sûr. Par contre, on pourra se poser la question, est-ce que c'est pas la meilleure deuxième... Ça pourrait pas être le lieutenant parfait pour une superstar. Enfin, tu as un meneur qui est capable d'être altruiste. Ça peut être top pour un joueur encore plus fort que lui, ça c'est sûr. Je pense pas non plus qu'il soit capable tous les ans en tout cas d'emmener son équipe super loin en playoff. Mais pour ce qui est des stats, j'ai l'impression que c'est passager. Bah écoute, on verra de toute façon tout ça. N'hésitez pas à nous dire, vous, s'il y a des choses qu'on n'a pas abordées. On aurait pu parler de Minnesota, par exemple. Je ne sais pas si on s'attendait à ce qu'ils descendent, à ce qu'ils chutent aussi fortement, même si on s'attendait à ce qu'ils baissent de pied. N'hésitez pas à nous dire, nous donner votre avis en commentaire. Demain, mardi, retour de la late session, les gars, ou c'est encore un peu prématuré? Oui, normalement, tout à fait. Yes. On sera là. Tout à fait. Alors, on va espérer qu'il n'y ait pas de prolongation à Marseille-Lille en finale, en 8e de finale de Coupe de France. C'est à 21h10. Bon, si l'OM voulait avoir l'amabilité de ne pas repousser trop tard la late session, ce serait cool. Très bien. Bon, en tout cas, donc demain, et comme tous les matins jusqu'à samedi, CQFR. Mardi soir pour les laters, rendez-vous pour la late session. Et puis nous, on vous dit de toute façon à très vite. Ciao à tous. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.